Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane septembre 2019. Commençons par Karl Czerny, symphonie 5 en E flat major. Alors c'est une symphonie très massive, très uniforme, un peu poussive, terne. J'irais même jusqu'à dire lourde, et on pourrait multiplier les qualificatifs négatifs à l'égard de cette symphonie. Donc, néanmoins, elle a tout de même une qualité, c'est qu'elle pourrait traduire une sorte de dramatisme, donc qui est très sévère, une sévérité qui est propre au genre symphonique et qui est, lui, positif. Alors, c'est dommage par rapport à ce que nous avait produit Czerny, notamment avec son Divertimento pour piano-orchestre. Et alors, concernant la thématique, on ne peut pas dire que toute thématique est absente de cette symphonie. Il y a des thèmes, mais qui me semblent, à mon avis, très limités et surtout noyés dans un magma orchestral qui est assez peu propice pour les mettre en valeur. Alors pour cette symphonie, je n'ai mis aucune étoile. Continuons avec la symphonie numéro 1 de Louis-Ferdinand Hérold, symphonie qui date de 1813. Alors, à mon avis, une grande symphonie, une très grande symphonie, très lyrique, qui pourrait être assez bien comparée à la cinquième de Beethoven, aussi bien sur le plan thématique que sur l'aspect pathétique, quoiqu'elle soit moins grandiose, moins puissante. Alors, Hérold oppose un premier mouvement, dans le premier mouvement en particulier, selon la coutume de l'époque, un thème vivace et un thème moderato, hein, ce qu'on avait trouvé dans la cinquième d'autres symphonies de l'époque. Alors, un contraste dramatique qui est créé grâce à ces deux types de thèmes. Alors, sur le plan thématique, l'originalité ne fait aucun doute par rapport à Beethoven, quoi qu'on puisse trouver des réminiscences de la cinquième, mais il est possible aussi que ces tours mélodiques existaient avant la cinquième de Beethoven. Ce que l'on peut dire, c'est que Hérold apparaît assez à la pointe de l'évolution symphonique à son époque. Il excelle peut-être moins dans les motifs plus lents que plus rapides. Alors son orchestration apparaît tout de même un peu plus légère que le standard viennois, mais pas plus colorée. Et en particulier, on pourra remarquer qu'il se tire très bien de cet exercice que constitue le dernier mouvement vif, où de nombreuses symphonies évitent difficilement les pesanteurs. Malizewski Witold, une fantaisie pour piano-orchestre Kujawian, opus 25, qui date de 1928. C'est une œuvre très particulière qui ressemble dans un certain sens à de très nombreuses fantaisies brillantes comme celle de Lyapunov, d'Arensky et de quantité d'autres. Et on a même l'impression qu'elle mime totalement ce type de fantaisie pour piano-orchestre. Alors on y trouve un piano virtuose parfois, une prédilection même pour l'extrême aigu. Le seul problème qui apparaît, mais qui est le problème essentiel, c'est que cette partition apparaît comme si elle était bourrée de fausses notes, des fausses notes qui sont volontaires. En fait, c'est un pseudo-tonalisme très bizarre, et on a parfois l'impression que l'œuvre est exécutée sur un piano désaccordé. En fait, c'est du modernisme sur le plan de la tonalité, hein. Pas franchement une œuvre atonale, mais une œuvre
qui se trouve dans une sorte de pseudo-tonalisme ou pseudo-atonalisme, comme on voudra. Alors, ce qui est particulier et étonnant dans cette œuvre, c'est cette espèce de décalage entre l'aspect très classico-romantique de la thématique qui imite une œuvre lyrique et puis ce pseudo-tonalisme moderne. Donc c'est ce qui crée l'incompréhension. Alors pour cette œuvre, évidemment, je n'ai mis absolument aucune étoile. Oudzvolskaya Galina, un concerto pour piano-orchestre qui date de 1946. Alors une œuvre moderniste, tout à fait moderniste, qui me paraît totalement dépourvue de musicalité. Un ensemble qui est relativement atonal. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il y ait une déstructuration de la trame mélodique. Alors un orchestre très allégé qui assène parfois des percussions de timbales assez gratuites et sans propos, à ce qu'il me semble. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait de la cacophonie dans l'ensemble. L'œuvre évolue selon une pulsion rythmique qui est très uniforme, qui est rapide, ou quelquefois va se diluer dans l'arythmie. Alors, c'est un type d'œuvre qu'on a rencontré assez souvent et qui se caractérise par le rythme assez rapide, un certain modernisme, qui, à mon avis, lui retire tout crédit. Donc aucune étoile pour cette œuvre. Petrini Francesco, un concerto pour harpe et orchestre dont on ignore la date de composition, mais qui se situe probablement pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle et peut-être au début du XIXe siècle. Alors, c'est un concerto qui présente une thématique assez indéfinissable. On ne peut pas dire que ce soit de la thématique galante, ni même pré-romantique, donc on ne sait pas trop où le situer sur ce plan-là. Alors, des thèmes qui, à mon avis, sont d'intérêt limité, tout de même des thèmes qui sont présents tout au long de l'œuvre, parfois qui peuvent avoir un plus grand intérêt, mais tout de même assez rarement. Alors un soliste qui est volubile, qui présente une relative virtuosité, des interventions orchestrales qui me semblent tout de même problématiques, avec une envergure extrêmement limitée, mais ça c'est le point faible de très nombreux concertos avant l'avènement du symphonisme romantique. Quelques passages plus lyriques tout de même qui se détachent de l'ensemble à l'intérieur de cet ensemble qui est très conventionnel. Et on pourra remarquer que le deuxième mouvement recèle un certain pathétisme, bien que la harpe n'y joue souvent qu'un rôle d'accompagnement pour le violon. Alors pour ce concerto, eh bien, j'ai mis une étoile pour chaque mouvement. Parce que chaque mouvement comporte au moins un thème ou une partie qui peut être relativement lyrique et excellente. Nous en venons à peut-être la meilleure œuvre de cette sélection, c'est une symphonie de Gennady Vorobiov qui date de 1937. Alors, une magnifique symphonie qui est un exemple de modernisme musical parfaitement réussi. Alors, une orchestration particulièrement hardie, qui réalise vraiment des prouesses éblouissantes, et en particulier dans le registre des percussions, qui sont exploitées dans un sens très lyrique, sans jamais entraîner la moindre cacophonie, sans la moindre outrance dynamogénique. Alors, parlons de la thématique maintenant, une thématique qui est imprégnée d'un rhapsodisme très marqué, mais très original, et parfois de coloration chinoise. On remarquera en particulier les motifs mélodiques au violon. Alors les crescendos sont très prononcés et ils aboutissent à des passages d'une intensité fulgurante. Alors on pourra admirer de ce point de vue la finale du dernier mouvement, donc qui termine ce mouvement en apothéose.
Et alors, dans cette œuvre, donc, qui est extrêmement originale, on ne peut pas trouver véritablement de tendance wagnérienne, ni même rimskienne. Alors, le dernier mouvement s'impose dans sa totalité, hein, je lui ai mis 4 étoiles, c'est un mouvement vraiment extraordinaire, hein, magnifique, comme on en trouve rarement, très rarement dans une symphonie. Ce qu'on peut regretter, c'est l'introduction du premier mouvement, à mon avis, de plus faible intérêt, ce qui est dommageable pour la suite de ce mouvement, qui est vraiment excellent. C'est la raison pour laquelle j'ai tout de même mis 3 étoiles à ce premier mouvement, malgré cette introduction un peu longue et d'intérêt plus limité. Et peut-être en raison de ce défaut, eh bien, je n'ai pas inscrit cette œuvre parmi les 60 meilleures œuvres que j'ai sélectionnées, mais tout de même, si l'on considérait son dernier mouvement, eh bien, cette symphonie pourrait très bien en faire partie.